Bienvenue au club, au Book Club de France Culture. Plaisir de lire et plaisir d'offrir. Aujourd'hui, le roman d'espionnage. Va-t-on vers un renouveau du genre? Né au début du siècle dernier, le genre espionnage a excellé dans le contexte de la guerre froide avant de retomber un peu dans l'apaisement apparent de la géopolitique mondiale. Alors pourquoi le faire renaître? Ce regain est-il lié au réveil des tensions dans le monde, à l'Est notamment? 3 mois après le début de la guerre en Ukraine, Robert Laffont publiait dans sa collection Service Action Sauver Zelensky d'un certain Victor K, un roman, une fiction au cœur de la DGSE et de l'actualité. Avec nous aujourd'hui, 2 invités. Marc Duguin, écrivain et directeur de la nouvelle collection Espionnage chez Gallimard, où sortira notamment son prochain roman Paysage trompeur le 6 octobre prochain. Bonjour Marc Duguin. Bonjour. Bienvenue à vous. Il faut relire un peu votre bio, votre CV pour comprendre pourquoi cette collection vous a été confiée. Il est dit fils d'un scientifique nucléaire lié au renseignement sous De Gaulle et neveu d'un agent de la résistance, puis du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, le SDEC, qui était le prédécesseur de la DGSE. Marc Duguin est là, il est l'enfant. Il est l'enfant de tout ça. Et vous avez grandi, vous êtes né dans cette potion, finalement. Oui, en fait, je l'ai su assez tard parce que je connaissais pas la réalité des activités de mon père. Ouais. C'est le propre quand même d'un espion, c'est de ne pas le clamer sur tous les toits. Et donc, il avait un rôle très très particulier qui était lié assez directement au patron du SDEC à l'époque. Et effectivement, il y avait mon oncle aussi qui a fait partie des cadres de la DGSE, qui lui a commencé dans la résistance pour le compte des Anglais sur l'espionnage des mouvements de sous-marins à Bordeaux, et qui ensuite est sorti de tout ça et a eu une carrière dans un monde très différent. Mais enfin, tout ça évidemment m'a un peu nourri et a nourri une forme de suspicion pour la façon dont on me raconte des histoires quand elles sont racontées en particulier par le pouvoir, dont le rôle essentiel, c'est de nous raconter une histoire quand même. Voilà, et on imagine qu'avant de connaître la réalité ou la vérité concernant votre famille, il y avait la fiction et peut-être en bonne place aussi dans les étagères de la bibliothèque familiale. À vos côtés, Stéphane Marchand, bonjour. Bonjour. Journaliste, écrivain, auteur notamment de Jusqu'en enfer, qui paraît au Fleuve Édition, 2 ans après Face Nord, un thriller haletant au cœur des services secrets français, peut-on lire sur le bandeau de Jusqu'en enfer. Vous êtes passé, vous, par le terrain comme reporter. Vous avez été, et vous êtes sûrement encore, un grand lecteur de thrillers, de polars. Et vous signez aujourd'hui, donc, un nouveau roman chez Fleuve Édition. On va comprendre peut-être le parcours que vous avez fait du réel jusqu'à la fiction d'ici 13h30. À mes côtés, Sébastien Thème. Rebonjour Sébastien. Bonjour Olivia. Et cette question, une question que vous avez déjà posée aux auditeurs, avec des réponses? Oui, déjà des réponses, auditrices, auditeurs, vous le savez. Maintenant, vous pouvez répondre aux questions posées par notre book club aujourd'hui. La question, c'est si vous étiez un personnage de roman d'espionnage, vous seriez lequel? Des réponses très diverses pour un genre qui doit l'être tout autant. La première réponse est John le Carré, évidemment, le maître du roman d'espionnage. Un auditeur évoquait Justin Quayle dans La Constance du jardinier, paru en 2001, un personnage qui devient espion malgré lui quand sa femme est assassinée. Il décide de mener l'enquête. A été proposé également le héros d'un livre de Jean Echenoz, Lac, publié en 1989. Son héros s'appelle Franck Chopin. Il est entomologiste au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, mais également agent du renseignement français. Enfin, 2 autres propositions. James Wormholt, ça c'est l'espion de Notre agent à la Havane de Graham Greene, sorti en 1958, et Le Pilgrim de Je suis pilgrim de Terry Hayes, ça c'était publié en 2013 chez Lattès. Voilà, ça vous va? Vous êtes d'accord? Marc Duguin. Vous auriez répondu pour la plupart, c'est dans votre bibliothèque? La plupart, oui. Il en manque un ou deux, mais... mais alors, qu'est-ce que vous auriez répondu si globalement, choisir John le Carré, c'est évident, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que John le Carré, c'est une époque. Et le roman d'espionnage qui liait la guerre froide, c'est terminé. Et effectivement, après ça, il y a eu, après la chute du mur, on a eu le sentiment que finalement,
Il n'y avait plus tant d'espions que ça, parce qu'on était à peu près tous d'accord. Bon, alors que ça continuait à grenouiller comme jamais, évidemment. Mais, et là, évidemment, avec le durcissement de la position entre les États autoritaires, les démocraties, évidemment, avec la guerre en Ukraine, on a évidemment le sentiment qu'il y a une résurgence très, très forte de l'espionnage, mais c'est plus la guerre froide, c'est plus les mêmes codes, c'est plus les mêmes technologies. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ce que nous rappelle aujourd'hui, la mort de Mikhaïl Gorbatchev. On a le sentiment quand même d'une époque totalement révolue, et aujourd'hui, avec cette figure qui ressurgit à l'occasion donc de ce décès, on se souvient d'un temps qui n'est quand même pas si lointain finalement, et qui a été extrêmement productif pour la fiction et prolifique pour les auteurs. Une question peut-être pour Stéphane Marchand à propos de nos espions favoris. Vous êtes d'accord avec les résultats de ce book club du jour? Alors j'aime beaucoup votre liste, notamment le roman Pilgrim m'a absolument fasciné. Mais moi j'aurais rajouté, j'ai été intéressé par ce que vous avez dit sur le fait que parfois tout ça tient beaucoup au hasard et qu'on devient un espion malgré soi. Et moi je me souviens d'un livre, d'un fait réel et d'un film, c'était l'affaire Farewell. Qui repasse régulièrement à la télévision et dans lequel finalement un garçon ingénieur à Moscou se retrouve contacté par une source extrêmement importante soviétique qui veut lui transmettre des informations capitales, et c'est ce garçon sans aucune des techniques de l'espionnage normal qui va recueillir ces informations, devenir l'officier traitant de ce personnage soviétique considérable et d'une certaine manière faire évoluer la guerre froide, parce que c'est ces informations obtenues par la France, transmises ensuite aux États-Unis, qui ont permis de renouer le rapport entre François Mitterrand et Ronald Reagan, à une époque où Reagan se méfiait beaucoup d'un gouvernement qui acceptait des ministres communistes. Et est-ce que l'écriture et l'espionnage, ça a à voir? Est-ce que ça ressemble, être un espion et être un écrivain? Alors ça, là vous avez raison, c'est la principale difficulté pour un éditeur, c'est-à-dire que vous avez plein de gens qui, souvent ont quitté les services, qui ont des histoires formidables, a priori formidables. Et puis après, quand il s'agit de les raconter, ils ont quand même évidemment un code, un code d'honneur et puis une responsabilité. Donc finalement, ces histoires ne sont pas si déroulées que ça. Et puis parfois, vous avez raison, il peut manquer un facteur essentiel qui est l'écriture. Et donc c'est très difficile. C'est intéressant que vous mettiez votre casquette d'éditeur pour répondre à cette question de Sébastien et pas celle d'écrivain. Hein. Oui, c'est l'éditeur qui répond. Là, je parle comme éditeur. La difficulté, c'est justement de trouver des histoires qui soient intéressantes, suffisamment universelles, et en même temps avec évidemment une qualité d'écriture. Alors dans les réponses des auditeurs lecteurs de France Culture à cette question qui leur a été posée, on entend quand même que l'Angleterre, tout simplement la littérature anglo-saxonne domine ce genre du roman d'espionnage. En France, dans les rayons des librairies, ils ont rarement eu une place à part, les romans d'espionnage tels qu'on les étiquette en tout cas, ou qu'on les nomme. Ils sont considérés un peu comme un sous-genre du polar. Pourquoi ? Est-ce qu'on a des services de renseignement, mais pas forcément pour vous deux, une culture du renseignement ? Alors c'est vrai qu'en Angleterre, c'est un pays dans lequel on dit souvent que l'espionnage est un métier de seigneur. Et on a vu à plein d'occasions, l'histoire est pleine d'exemples d'aristocrates britanniques qui se sont lancés dans cette aventure avec des résultats variés, y compris au service de l'Union soviétique, alors qu'en France... C'est quoi, c'est un métier de barbouze ? C'est un métier de barbouze, c'est un métier sale. Je crois que le général de Gaulle, j'ai pas exactement les citations en tête, mais peut-être que Marc les aurait, avait décrit les services de renseignement comme une marmite où il fallait mettre le couvercle au-dessus et surtout pas le bouger. Et donc est venue l'idée que c'était un métier sale, alors que d'abord, la France est un grand pays d'espionnage. 2, la DGSE est une centrale unifiée, c'est-à-dire avec tous les métiers du renseignement compris à l'intérieur, assez unique au monde, même si c'est évidemment pas la plus grosse. Et puis 3, la France a une action clandestine non négligeable. Comment on explique le renouveau de ce genre pour vous deux ? Est-ce que vous diriez quand même que les séries, et notamment le Bureau des légendes d'Éric Rochant, ont joué un rôle dans cette renaissance ? Alors les séries, d'abord le Bureau des légendes, c'était très réussi. Je crois que c'est d'ailleurs la série française la plus vendue dans le monde. Donc ça a été très favorable
au retour d'intérêt pour l'espionnage. Et c'est vrai que moi, j'ai le souvenir d'une série remarquablement faite. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose où il faut être assez prudent, c'est qu'avec la montée du conspirationnisme, il y a aussi un intérêt pour ce qui se passe derrière la vitre teintée. Et il faut faire attention justement à ne pas alimenter avec le roman d'espionnage des théories du complot qui finalement seraient pas valides. C'est pas facile, ça, justement. Le boulot d'éditeur dans un moment comme celui-ci, il n'est pas évident, surtout quand on prend la tête d'une collection comme la vôtre, Espionnage, chez Gallimard. Vous recevez, on imagine, pas mal de manuscrits. Vous pouvez aussi solliciter des écrivains déjà en place. Comment vous faites la part des choses entre le secret et le complot dans ces histoires que vous recevez, celles que vous acceptez de publier? C'est vrai moi j'ai lu beaucoup de manuscrits depuis qu'on a décidé de faire cette collection avec Antoine Gallimard, et il y a beaucoup de manuscrits qui ne me paraissaient pas publiables parce qu'il y avait une sorte d'affirmation de la connaissance d'un sujet qui en même temps n'était pas si probante que ça. Et donc il faut être assez méfiant. Mais en fait, les choses se font assez simplement parce que forcément, quand on dirige une collection comme ça, on a un peu un réseau. Et un réseau d'amis qui sont dans le renseignement ou qui ont gravité et donc il y a la possibilité déjà pour reprendre ce mot anglais terrible, de checker, de vérifier si ces informations, d'abord, ne sont pas problématiques sur le plan du secret défense, parce que le secret défense est derrière quand même. Donc c'est assez délicat. Et il y a beaucoup de... Et puis il y a beaucoup de manuscrits. Il y a beaucoup de manuscrits. Il y a quelques manuscrits qui enfoncent des portes ouvertes aussi et qu'on n'a pas envie, ou qui sont assez polémiques, mais pas forcément dans le sens avec la rigueur qu'on peut attendre. Quel est le premier titre de cette nouvelle collection, Marc Duguin? Alors, le premier titre, donc il est paru en mai. C'était Des hommes sans nom, qui a été... c'est une collaboration entre Hubert Maury et Marc Victor. Marc Victor qui avait écrit Kaboul Kitchen, qui a été très longtemps à Kaboul, et Hubert Maury qui est un ancien officier de renseignement. Et diplomate, donc l'un est écrivain, l'autre diplomate. On sent à vous entendre tous les deux qu'il faut quand même une bonne connaissance du réel pour écrire et éditer des romans d'espionnage. Il faut avoir ses sources aussi. C'est très 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 important dans ce type de livre de savoir le maximum de la vérité, parce que ça n'est que en sachant le maximum de la vérité que vous allez être capable de vous en éloigner pour faire une bonne fiction. Mais il faut maîtriser complètement, techniquement, sur le plan de l'enchaînement opérationnel, le rôle de chacun. Tout ça doit être parfaitement clair, parce que le plaisir de lecture dans un roman d'espionnage, c'est l'impression que l'on a que c'est entièrement vrai. Alors que dans d'autres secteurs de la littérature de fiction, c'est pas vrai, au contraire. La fantasmagorie est bienvenue. Et donc là, il faut bien connaître, mais surtout ensuite ne pas se contenter de ça. Aller au-delà. Une question, Sébastien Thème, avant d'ouvrir une nouvelle tête Non, de chapitre. je me demandais, avec tous ces hommes-là, il n'y a que des espions. Pourquoi il n'y a pas d'espionnes? Où sont les femmes? Alors là, où sont les femmes? L'héroïne de mes deux romans s'appelle Maxime Barelli. C'est une femme, justement. Elle est officier dans les forces spéciales. Elle travaille occasionnellement avec la DGSE. Et elle est chargée des basses besognes de la DGSE, disons-le, parce qu'il y en a beaucoup. Le principe de fonctionnement d'une centrale comme la DGSE, c'est que tout ce qu'elle fait ne peut pas lui être attribué et ne peut en aucun cas être attribué à la France. C'est un énorme travail de déconstruction, très très bien expliqué dans la série qu'on mentionnait tout à l'heure, le Bureau des légendes, la légende consistant justement à rendre impossible, intraçable ce qui est fait. Et donc cette femme, Maxime Barelli, qui est peut-être assez unique effectivement dans les héros d'espionnage, eh bien d'une certaine manière, voilà, elle fait partie de, pas exactement la collecte du renseignement, mais vous savez que dans l'espionnage, il y a une partie qui sont les opérations, le service action à la DGSE. Ce sont des gens qui vont faire des actions militaires à l'étranger pour obtenir ce qu'on appelle en termes militaires un effet final recherché qui peut être très 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 variable. Ça peut être
commercial, ça peut être politique, ça peut être culturel. Et Maxime Barelli, l'héroïne, est chargée de ça. Voilà, prénom mixte quand même pour votre héroïne Maxime Barelli. Elle était déjà présente dans Face Mort, votre premier roman. Ici, et elle restera dans les deuxième. autres. Elle n'a pas tout à fait le profil d'une espionne. Il lui manque un peu les bonnes manières, un peu raffinées qu'on imagine chez les espions, en tout cas façon James Bond, façon britannique. Dans Jusqu'en enfer, vous dites que Maxime, elle aurait pu finir sculptrice, boxeuse, prêcheuse. Elle est devenue commando, pas pour la frime ou la tradition, pas pour la fierté de ses parents, pour la bagarre. C'est Maxime la cogneuse, élevée à la dure par son père. Entre eux, justement, il y avait des montagnes qui avaient remplacé la conversation. Elle a très vite su qu'elle voulait être chef, capitaine et pas un sexe symbole. Sébastien ? Et dans l'histoire de la littérature d'espionnage, pourquoi il y a si peu de femmes ? C'était plutôt ça ma question. Qui tiennent la plume ou qui sont des personnages de fiction ? Alors il y a des espionnes extrêmement célèbres. Mata Hari, les services secrets israéliens sont remplis de femmes qui font un travail tout à fait remarquable et qui donnent l'occasion de livres et même de séries. Donc il y a quand même beaucoup de femmes. C'est plutôt, je dirais, l'espion de la guerre froide qui est plutôt un homme qu'une femme. Mais je crois franchement que depuis la fin de la guerre froide, les femmes tiennent le rôle et le tiennent très bien. Bienvenue au club, au Book Club consacré aujourd'hui au roman d'espionnage à l'occasion de la fondation d'une nouvelle collection chez Gallimard, Espionnage, tel est son nom. Et elle est aujourd'hui chapeautée, dirigée par l'écrivain et réalisateur Marc Duguin. À nos côtés également le romancier et journaliste Stéphane Marchand pour la parution de ce roman Jusqu'en enfer au Fleuve Édition. Sébastien Thème, on ouvre une nouvelle tête de chapitre, un nouveau thème dans cette discussion. Avec un vice-champion du monde de la lecture rapide. Alors, il y a beaucoup d'infos dans cette phrase, je suis désolé. Déjà, il y a un championnat du monde de la lecture rapide. En plus, la France y participe. Et en plus, on est très bon puisque et le champion et le vice-champion du monde sont français. Le champion du monde, il est ingénieur spatial. Il s'appelle Kamel Kajou. Et le vice-champion du monde, lui, il s'appelle Mohamed Bouclet. Et la lecture, c'était pas son fort. Ça l'a pas empêché pourtant de créer sa structure de formation à la lecture rapide en technique de mémorisation et de concentration. Il nous explique comment la lecture rapide lui a ouvert les portes d'un nouveau monde. Dans mon cas de figure, je ne lisais pas auparavant, donc le fait de me mettre directement à la lecture rapide, ça m'a permis de développer mon imaginaire, découvrir des univers nouveaux que je n'avais jamais découverts auparavant, parce que tout simplement, je ne lisais pas. Et effectivement, lorsque on est en lecture rapide, on garde ces plaisirs-là. On garde ce plaisir parce que il y a des procédures pour augmenter la compréhension et lorsqu'on est en lecture rapide, la mission c'est de comprendre ce qu'on lit. Donc on va toujours être dans cet état de créativité, également dans cet état où on va aller chercher l'essence du livre et le but pour lequel l'auteur a écrit le livre. Donc pour moi, la lecture rapide n'empêche pas la découverte, n'empêche pas également de travailler l'imaginaire et de prendre énormément de plaisir, sachant que en lecture rapide, on atteint très rapidement l'état de flow, l'état de concentration ultime que beaucoup de lecteurs n'ont pas lorsqu'ils sont en lecture lente, parce que tout simplement le cerveau s'ennuie, le cerveau pense à autre chose pendant la lecture. Ça nous est tous arrivé de lire un livre, de tourner plusieurs pages et d'arriver à la fin d'un chapitre et de se dire « Ah, mais qu'est-ce que je viens de lire ?» Parce que on était là, notre corps était là, mais notre cerveau était ailleurs. Il pensait à autre chose. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on est en lecture rapide, parce qu'on est tellement concentré dans notre livre qu'on n'a pas le temps de penser à autre chose. On est tellement concentré sur les mots qu'on capte l'entièreté de l'information et surtout, on va travailler également notre imaginaire. Mohamed Bouclet qui est devenu vice-champion du monde de la lecture rapide en lisant des livres, mais également en lisant des livres sur la lecture rapide, ceux notamment du psychologue britannique Tony Buzan qui a pensé, qui a conceptualisé cette lecture de compétition. J'ai demandé à Mohamed Bouclet si la rapidité de l'exercice ne s'opposait pas au plaisir de la lecture. Écoutez sa réponse. Alors dans mon cas de figure, je ne vois pas de désaccord entre la vitesse et le plaisir. Pour moi, plus je lis vite, plus je prends de plaisir. Après, il y a un élément que je partage régulièrement à mes élèves, c'est que je fais le distinguo entre la lecture plaisir et la lecture apprentissage. Bien sûr, lorsqu'on va lire un roman, on ne va pas forcément utiliser toutes les techniques de lecture rapide, parce que lorsqu'on lit un roman, notre objectif, c'est de prendre tout notre temps et de voyager dans le roman. Donc ça, c'est un cas de figure. Moi, la lecture rapide, je l'utilise également dans les romans, parce que je ne lisais pas auparavant, et c'est comme ça que j'ai appris à lire.
pour certaines personnes, elles vont pas apprécier ou elles vont préférer lire le roman vraiment lentement, comme lorsqu'on on savoure un bon plat, tout simplement, ou lorsqu'on regarde une série tranquillement. Et inversement, ben, la lecture rapide, on va l'utiliser dans les livres de développement, dans les livres d'apprentissage, à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on va vouloir apprendre rapidement, on va utiliser les techniques de lecture rapide, même si j'ai énormément d'élèves qui aujourd'hui utilisent également la lecture rapide dans les romans et dans la lecture plaisir. Marc Duguin, Stéphane Marchand. Mais il y a des clubs de lecture rapide, ça existe. Je pense que c'est un bon truc. Est-ce qu'ils donnent des cours particuliers? Est-ce qu'ils peuvent faire une petite séance de coaching? On va en avoir besoin. On va en avoir besoin, oui, c'est Marc Duguin, Stéphane Marchand, est-ce que vous êtes des lecteurs rapides? De fait, quand vous êtes éditeur, vous recevez beaucoup de manuscrits. Donc, ce que je remarque, c'est que moi, je démarre très rapidement. C'est-à-dire que je lis très rapidement. Et dès que ça commence vraiment à m'intéresser, que je sens qu'il y a un livre, là, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, il y a un livre de 800 pages qui m'est arrivé, ce qui est quand même un monument. Et j'ai commencé sur un mode, comme diraient les jeunes aujourd'hui, de lecture rapide. Et progressivement, j'ai ralenti parce que ça m'intéressait, que je trouvais que le livre présentait beaucoup de... Mais moi, en général, je lis très lentement. Puis ça dépend ce que vous lisez. Là, je relis les œuvres complètes de Knausgaard. Lire Knausgaard rapidement, ça n'a aucun intérêt. Il faut le lire, je dirais, quasiment à la vitesse à laquelle il l'a écrit. Et vous, qu'est-ce que vous lisez, Stéphane Marchand? Alors moi, ce que je répondrais sur la lecture rapide, d'abord, en ce moment, je fais plutôt l'effort de lire lentement, donc la question me prend à contre-pied. Mais ce qui m'intéresse beaucoup dans ce qui a été dit à l'instant, c'est que si on accélère la lecture, on va optimiser la concentration. Alors évidemment, si on lit trop vite, ça va être fini, mais il y a un moment où la vitesse et la concentration vont aller de pair. Et ça m'intéresserait d'étudier ça, parce que moi, j'ai ce problème-là en tant que journaliste. Je lis évidemment constamment énormément de choses, et je le lis très très vite, parce que j'ai pas le temps et qu'il faut lire beaucoup de choses, et que les news, il y en a absolument partout. Mais voilà, je vais essayer cette technique peut-être. Est-ce qu'il est facile de faire de la bonne littérature avec ce type d'intrigue, des intrigues d'espionnage? C'est vraiment le but recherché. Et c'est la difficulté quand on démarre une collection comme Espionnage Gallimard. C'est surtout chez Gallimard, qui est quand même une maison très, très littéraire, c'est d'avoir des auteurs qui amènent évidemment une intrigue intéressante, mais qui aient une qualité d'écriture, une qualité d'exploration des personnages, qui aille aussi loin que dans le roman. Parce que vous le disiez tout à l'heure, le problème, c'est que tout ça a été un peu relancé avec les séries et qu'il y a maintenant une forme je dirais, de formatage qui est très lié à la demande des plateformes sur les séries d'espionnage. Et donc, on reçoit beaucoup de manuscrits qui sont écrits directement comme des scénarios et c'est pas l'idée dans une collection comme Espionnage Gallimard. L'idée n'est pas de publier des scénarios qui ont été pour la plupart peut-être refusés par des plateformes. L'idée c'est vraiment d'espérer qu'il y ait une œuvre littéraire autour d'un sujet qui est passionnant, parce qu'il va très très loin dans la réflexion sur qu'est-ce que c'est, par exemple, de se sacrifier pour la France. Est-ce qu'on se sacrifie vraiment pour la France ou pour l'idée qu'on se fait de la France? Et ça, c'est des questions que je trouve intéressantes à explorer. Il y a plein d'aspects comme ça qui sont purement psychologiques et qui... Même, qu'est-ce que c'est que d'être un clandestin? Moi, j'en ai connu et j'en connais des gens qui ont une vie tout à fait normale et qui ont été clandestins toute leur vie. C'est-à-dire des gens qui ont une double vie. Leur famille ne sait pas qu'il y a la moitié d'eux-mêmes qui ne leur appartient pas. Et comment on forge cette psychologie et comment on s'y tient? Et ça, c'est ça qui est passionnant. Beaucoup plus que les histoires elles-mêmes. Je dirais que de toute façon... Après, c'est une question de tempo. C'est-à-dire que toutes les histoires qui se passent dans l'espionnage, à un moment ou à un autre, elles sortiront d'une façon ou d'une autre, parce que l'information avance. Oui, mais ça, c'est le réel, dans ce cas. Quand les histoires sortent... Voilà, ça, c'est le réel. Mais c'est la vraie histoire. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est le filtre de la fiction et ce qu'il peut apporter, justement,
à ce qu'on pense savoir ou à ce qu'on finit par savoir. Vous savez, nous, on est des hommes, on n'est rien que des hommes, et on a des objectifs, des passions, des tendresses, des peurs, mais on est des hommes. Les États sont des êtres complètement différents, complètement inhumains. Ce sont des entités qui s'entrechoquent les unes contre les autres et qui déploient leurs intérêts, et c'est très difficile de définir ces intérêts-là. Et l'espionnage a cet intérêt-là, c'est que l'espion, finalement, on va lui demander à lui, qui est un homme ou une femme, de s'aligner sur cette inhumanité de la raison d'État. Et c'est à ce moment-là que si c'est bien fait, bien décrit, bien écrit, ça devient des œuvres magnifiques. Voilà, vous insistez tous les deux, et vous, Marc Duguin, notamment, sur l'importance de la complexité. Il faut accepter cette part de complexité aussi quand on raconte à travers sa fiction le monde dans lequel on vit. Il y a dans votre roman, votre nouveau roman Apparaître, Marc Duguin, Paysage trompeur, au pluriel, un avertissement qui nous dit que ce livre est inspiré de faits réels qui, pour certains, ont pris une autre direction. Quelle autre direction ? La direction de quoi ? De la fiction, justement ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a d'abord dans ce livre, il y a plusieurs histoires que je connaissais, que j'ai réunies pour créer mon intrigue. Et ces différentes histoires ont un fondement évidemment réel. En même temps, je trouvais c'est la liberté de l'auteur de dire cette histoire. Pourquoi la restituer exactement telle que ça s'est passé ? Il y a une opération en particulier dans mon livre qui s'est assez mal passée dans la réalité et qui se passe bien dans mon livre. C'est mieux que le contraire, me direz-vous. Mais et donc c'est le choix de l'écrivain. Il y a un moment où il faut accepter qu'on fait du roman, qu'on fait de la fiction, et que ce qui compte pour moi quand je lis un roman d'espionnage, c'est pas la vérité, parce qu'on va pas chercher la vérité dans un roman d'espionnage. On va chercher une certaine réalité. Et cette réalité, est-ce qu'on est confortable avec cette réalité pendant tout le livre ? C'est ça qu'on essaye de donner au lecteur et de l'emmener quelque part. Qu'est-ce que ça veut dire, être confortable ? Non, confortable par rapport à l'intrigue, par rapport au fait de se dire on n'est pas dans quelque chose d'artificiel, on est dans quelque chose de réel. C'est là que je parle de confort. Moi, je suis confortable quand je lis un roman, je me dis ouais, c'est ça, on y est. Après, évidemment, on peut choisir d'ouvrir des portes, de fermer des portes, et ça, c'est vraiment la liberté de l'auteur. Stéphane Marchand, comment votre expérience de terrain, vos années de reporter de guerre notamment, ont nourri vos fictions ? Et on le voit, dans ces deux fictions, tous les deux, vous voyagez, vous parcourez presque le monde entier, en tout cas avec des zones de prédilection d'un roman à l'autre, le Nigeria, la Centrafrique, pour vous, notamment Stéphane Marchand, et vous, Marc Duguin, dans ce nouveau roman, on va du Groenland à la Somalie en passant par le Maroc et évidemment la France. Comment votre expérience de terrain, ce que vous avez vu, compris aussi du monde et de sa situation, vient infuser votre fiction ? Alors c'est vrai que le rapport à la guerre est très très important pour moi, et peut-être que finalement mon expérience de reporter de guerre, qui a duré assez peu finalement, mais qui a énormément compté, qui m'a beaucoup frappé, c'était au Liban et en Afrique principalement, et un peu au Sri Lanka aussi en 87, quand l'armée indienne est intervenue contre les rebelles tamouls. Ce sont des expériences qui sont extraordinairement fortes et que finalement on a du mal à supporter. Et le fait d'écrire va peut-être aider à capter une partie de cette émotion trop forte. Puis il y a aussi tout ce qui est la guerre. La Deuxième Guerre mondiale, ça paraît idiot de dire ça, mais moi j'ai des parents, et peut-être que Marc est dans la même situation, des parents qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, qui ont vécu le rapport à la Shoah par exemple. Donc tout ça crée un environnement qui est, quand on absorbe beaucoup de cette chose-là, on a besoin de s'en sortir, et on peut s'en sortir aussi par l'écriture. Et puis ensuite, j'ai eu la chance comme journaliste de passer quelques années au Moyen-Orient et aux États-Unis, grand pays d'espionnage, bien entendu. Je ne sais pas si vous connaissez l'un et l'autre le syndrome de la page blanche, mais c'est en tout cas d'elle que va nous parler à l'instant Sébastien Thème. Vous évoquiez lundi la série La Chronique des Bridgerton, série adaptée d'une saga littéraire. Aujourd'hui, c'est une bande dessinée qu'on peut découvrir au cinéma. Putain, mais comment je m'appelle ? Est-ce que vous avez bonne mémoire, Olivia ? Pas du tout. Et vous, je lis pas Marc vite. De moins en moins. Pas du tout, il faut vraiment qu'on travaille là. Parce qu'Héloïse, l'héroïne de La Page Blanche de Muriel Magellan,
film en salle depuis ce matin, a perdu la mémoire. Une drôle de comédie adaptée de la bande dessinée de Boulet et Pénélope Bagieux, parue en 2012. Une enquête pour retrouver la mémoire. Pénélope Bagieux fait une petite apparition dans le film, mais a laissé carte blanche à la réalisatrice. Oui, le cinéma, c'est pas dans ses projets immédiats, parce que la BD, c'est toute l'imagination du monde au bout d'un crayon. Écoutez. Je dirais que l'avantage d'une bande dessinée par rapport à un film, c'est que c'est gratuit. C'est-à-dire que dessiner une scène à gros budget avec des explosions, une foule, plein de détails comme ça, dans un film, quand on l'écrit, on se dit non, ça laisse tomber, ce sera trop cher. Alors qu'en BD, on s'en fiche un peu, on peut dessiner ce qu'on veut. Donc ça a l'avantage d'être gratuit et d'avoir pas de limite. Mais j'habite où, moi? Je fais quoi comme travail? Je suis pas CRS quand même. Ordonnance. Docteur, je me souviens pas quel travail je fais. Mais vous vendez des livres chez Gibert. Oui, oui. Pas d'effets spéciaux dans la page blanche, pas d'effets spéciaux non plus dans vos films, Marc Duguin. Beaucoup d'adaptations, par ailleurs, de vos livres, une exécution ordinaire ou de livres d'autres genres, comme celui de Chantal Thomas avec L'échange des princesses, ou Eugénie Grandet, de Balzac. Votre métier, votre passion se retrouve dans les films que vous faites. C'est un cinéma littéraire que vous nous proposez ? Bah oui, bizarrement, je fais pas de films d'espionnage. Vous devriez. Oui, avec plein d'effets spéciaux. Je devrais, mais vous savez, le cinéma, ça prend tellement de temps. Quand vous partez sur un projet, c'est minimum 3-4 ans. Là, je suis en train de repartir sur un nouveau projet qui se passe sous Louis XIV. Il y a un petit peu d'espionnage, mais on ne peut pas dire que ce soit vraiment le thème. J'essaye de faire dans le cinéma ce que je ne fais pas en littérature. C'est pour ça que j'adapte très peu de mes livres. C'est ce que j'adore dans le cinéma, en particulier dans le cinéma d'époque, et que permet le cinéma, c'est ce voyage dans l'histoire. Pour moi, c'est quasiment une quête spirituelle, c'est-à-dire la possibilité de se replonger dans des époques totalement révolues. Et c'est un défi aujourd'hui parce que le cinéma, évidemment, en costume coûte très cher. Et donc j'essaye de... Et il se trouve que chaque fois que je travaille sur un sujet, là j'avais la possibilité de travailler sur un sujet d'espionnage pour le cinéma et je me suis dit, non, je vais refaire un film en costume qui parle de quelque chose de très différent. C'est surtout qu'aujourd'hui, avec le renseignement et l'espionnage, tout est virtuel. Avec le cyberespionnage, avec la technologie, c'est pas si simple à représenter. Par contre, vous l'intégrez très bien l'un et l'autre. Et notamment, vous, Stéphane Marchand, dans les histoires que vous nous racontez, le roman qui ne peut pas être non plus complètement hors de son temps, loin de là. Pénélope Bagieux, donc, au cinéma. Oui, au cinéma, et qu'il a joué très fair-play pour cette première semaine du Book Club en nous proposant un conseil à nous, notre Book Club, une autre bande dessinée qui a été adaptée au cinéma. Écoutez. Pour les adaptations de bande dessinée, j'ai plein d'exemples qui me viennent à l'esprit d'adaptations que je trouvais pas du tout réussies. Mais là, comme ça, de tête, je sais qu'il y en a une que j'avais trouvée vraiment très très bien. C'était l'adaptation de Loup de Julien Nil, et pour cause puisqu'il l'a réalisé lui-même et que je pense que c'est quand même souvent une bonne idée pour peu que l'auteur ait envie de faire un film, bien sûr, sinon c'est une tannée. Et j'avais trouvé que c'était vraiment très bien parce que évidemment on retrouvait l'esprit de la BD vu que c'est lui qui a tout fait, y compris chaque petit élément de décor, mais on sentait vraiment que pour lui en faire un film, c'était apporter quelque chose de plus qu'il n'avait pas pu forcément dire dans son livre. Donc ça venait vraiment compléter le livre et c'était pas juste une bête adaptation en images plan par plan où on reprend le livre. Ça apportait vraiment un truc en plus et ça devenait intéressant que ce soit un film. C'était pas anecdotique, quoi. Donc je recommande toujours beaucoup l'adaptation de Loup, qui est super. La série des Loups, bande dessinée jeunesse, les aventures d'une collégienne que l'on doit à Julien Nil, publiée chez Glénat. La page blanche de Muriel Magellan, c'est adapté de la bande dessinée de Pénélope Bagieux et Boulet, avec l'excellente Sarah Giraudot. Sarah Giraudot qui joue dans le Bureau des légendes. C'est incroyable. La boucle est bouclée. Ça y est. Et la page blanche est remplie. Justement, Stéphane Marchand. Il y aura une suite, vous nous disiez ? C'est déjà prévu ? Bien sûr, donc il y a eu Face Mort, il y a eu Jusqu'en Enfer, et là je travaille sur le troisième volet des aventures de Maxime Barelli. Je vais suivre Maxime Barelli, on reste ensemble. Je veux creuser ce personnage à fond, plonger dans son avenir, plonger dans son présent et surtout dans son passé, parce que son passé explique beaucoup de choses. Mais là j'ai un petit peu le syndrome de la page blanche ces jours-ci. Ne dites pas ça à mon éditeur. Non, qui reste le fleuve noir. Ah écoutez, oui. Vous n'allez pas vous faire débaucher par Marc Duguin. Attention, il cherche les plumes et des auteurs. Marc Duguin qui vient donc de fonder et de créer avec Gallimard cette nouvelle collection Espionnage et dont le roman
Le premier dans cette collection Paysages trompeurs au pluriel sortira le 6 octobre. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. France Culture, il est 13h25. C'est l'heure pour nous de retrouver les quadrithèmes de Charles Dantzig. Les écrivains à la radio et tout de suite le troisième volet du quadrithème de Charles Dantzig. Bonjour. Bonjour Olivia. Pour ce quadrithème des écrivains à la radio, Olivia, je vais aujourd'hui parler des écrivains qui s'y sont fourvoyés, et bien par leur faute. La radio, comme disait Pétain en écoutant clandestinement Radio Londres, qu'est-ce que ça peut apporter comme ennui ? Le plus célèbre écrivain qui s'en soit créé avec ce médium est Ezra Pound. Pound faisait partie de ces écrivains qui font trop confiance à leur intelligence. La sienne était certaine, mais fondée sur des connaissances très partielles. Il croyait qu'il lui suffisait de renifler pour avoir tout compris. Et il ne reniflait bien sûr que ce qui lui faisait plaisir. Ce plaisir résidait dans la haine du proche et l'admiration du lointain. Dans ses cantos, il vénère la pensée chinoise, sur laquelle il avait très peu lu, mais dont une vision simplificatrice lui permettait d'idéaliser une terre de paysans purs et opposés à l'économie à taux d'intérêt de ces sales juifs qu'il voyait près de lui. Personne n'a été surpris que, pendant la guerre, à la radio italienne, il fasse des discours de propagande antisémites, anti-américaines et anti-tout. Il a eu des ennuis somme toute modérés, on lui a évité la prison. Il a passé 12 ans dans un hôpital psychiatrique où je crois qu'on ne l'a traité en rien, puisque, en débarquant du bateau qui le ramenait en Italie en 1958, il a fait le salut fasciste. Le second est P.G. Wodehouse. Wodehouse est cet Anglais, auteur de romans humoristiques à succès, entre autres la série des Jeeves est un domestique malin qui sort son riche employeur des panades où il s'est plongé par maladresse. Et Wodehouse aurait bien eu besoin d'un Jeeves pendant la guerre. Alors qu'il séjournait au Touquet en 1940, il a été capturé par l'armée allemande qui l'a emprisonné en Silésie. Et là, il a accepté de donner 5 émissions à la radio. Il n'y fait pas l'apologie des nazis, disent ses nombreux défenseurs. Et, d'une certaine façon, c'est pire, car il fait de l'humour. Faut-il être stupide ? Et, si je peux le dire entre nous, je n'ai jamais trouvé très intelligent les romans de Wodehouse, où il fait du Gorafi sans le savoir, pour enregistrer 5 allocutions intitulées « Comment être prisonnier sans entraînement préalable depuis un pays ennemi en train de bombarder le sien ». En Angleterre, l'animosité contre lui était telle qu'à la fin de la guerre, il s'est exilé aux États-Unis, où il est resté jusqu'à sa mort en 1980. Il n'a jamais exprimé d'autre regret que des phrases comme « Je ne me suis pas douté que cela pourrait choquer ». Et il restait si étriqué dans son petit humour qu'il a même écrit « Le bruit universel qu'engendra mon imprudence, dépassant en volume et en intensité tout ce que j'avais éprouvé depuis le jour de mon enfance où je cassais le parapluie du vicaire et que mes tantes s'écrivirent lettre sur lettre à ce sujet. » Je sens que je ferai bientôt un quadrithème contre l'humour. Demain, en tout cas, dernier volet de ce quadrithème consacré aux écrivains à la radio avec vous, Charles Dantzig. Merci à Oriane Delacroix et Didier Pinault qui ont programmé et préparé cette émission. Merci à Olivier Arnay à la console aujourd'hui. Sébastien Thème, demain, nous recevons pour notre book club 2 romanciers, David Lopez et Victoria Mas. Comment réussir l'épreuve du deuxième roman quand le premier a été particulièrement apprécié, a été un succès? Et une question pour nos auditeurs. Quel est, selon vous, le plus grand deuxième roman de l'histoire ? C'est une très très grosse question, j'ai l'impression. Pas mal. Et il avait voulu le premier. On en reparle demain. Merci beaucoup à nos invités et merci à toute l'équipe de Bienvenue au Club.